en sommant les carnets. Alors il faudrait pas que ça devienne une habitude de plus, mais je ne peux pas changer de livre tous les jours. C'est vrai. Là, j'étais dans Michaud, et puis de Michaud, tu glisses à Kafka. Et ben, Kafka, je reste avec. Et il y a toujours cette activité où lire, pour moi, c'est pas simplement là, du linéaire. Au contraire, c'est là, par exemple, hier, c'était vraiment chercher ce texte que je ne retrouvais pas. Et pour cause, je crois que l'expression la maison dans la petite main, en fait, elle fait partie d'un autre texte que j'ai retrouvé. On a parlé avec des copains. Et je crois simplement que, comme j'étais braqué, là, tu vois, par exemple ici, là, je vois une ville au loin. Est-ce celle dont tu parles ? C'est possible, mais je ne comprends pas que tu puisses distinguer une ville là-bas. Je ne vois quelque chose que depuis que tu as attiré mon attention. Et encore, ce n'est guère plus que quelques vagues contours dans le brouillard. Oui, je la vois. C'est une montagne avec un château fort en haut et des maisons qui forment une espèce de village sur les pentes. Dans ce cas, c'est bien cette ville, tu as raison. En fait, c'est un grand village. C'est pas plus Kafka. Mais là, je passais là d'un passage comme ça à un autre passage comme ça. Alors, tout d'un coup, cette expression là qui n'était pas du tout une maison dans une main, mais une petite maison, et puis juste dans la main. Mais la phrase avant racontait autre chose, la phrase continuait en racontant autre chose. C'est ça, je pense, qui avait fait cette rémanence. Et Kafka, pour moi, c'est une merveille. C'est pas quelque chose. Qu'est-ce que j'aime pas, ces interprétations psychologisantes des textes. Alors évidemment, nous ici, si vous êtes dans les carnets, on n'en est pas là, aucun de nous. Mais c'est pas à l'image du monde. Au contraire, je crois que c'est ce qui donne la force. On a tellement lu Kafka avec le souvenir de la Shoah et tous les gens dont il parle, et ses trois sœurs, et Milena, je ne sais, avalées comme ça. Heureusement, il y a eu Felice Bauer qui avait enterré sa correspondance avec Franz Kafka dans une espèce de boîte en fer blanc, enterré quelque part dans une maison en ruine de Berlin, mais retrouvé ensuite. Mais Kafka, il est d'avant le drame. Là, ce texte-là, c'est 1910. Alors c'est pourquoi ce texte me revenait ? Je crois qu'il me revenait tout simplement parce que c'est à cause du titre. Le titre, c'est Détresse. Et c'est un texte qui est... Donc, c'est là où la traduction de Robert Kahn, chez nous, c'est précieuse parce qu'elle suit l'ordre strict, chronologique et intégral des cahiers. Alors, j'aime moins la traduction Robert Kahn que celle de mon vieux Pléiade déglingué. Là, en l'occurrence, c'est Claude David là, qui traduit. Et par exemple, si je regarde là cette phrase, j'arpentais les trois tapis de ma chambre comme la piste d'un champ de course. Et si je regarde Robert Kahn, c'est juste là sur l'écran, et que je courais sur les trois tapis de ma chambre comme si c'était une piste de course. Ah, tu vois, c'est la même chose, mais c'est totalement subjectif. Donc moi, je m'en tiendrai là à Claude David. Alors pourquoi il nous est précieux ce texte, donc écrit en 1910, là en tête du cahier 2, là, la vingtaine qui vont faire, qu'on dit être aujourd'hui le corpus du journal. Et ce texte est précieux parce que, alors là justement, moi c'est un petit peu mon problème, il n'y a jamais rien qui arrive à nous satisfaire totalement. Claude David le redonne dans l'écriture de Kafka, avec des fois des phrases complètement séparées. Je ne sais rien du tout. Et ben, chez lui, il y aura un blanc avant, un blanc après, parce que dans la graphie de Kafka sur le cahier, c'était ça. Le Pléiade, lui, restitue des formes dialogiques avec des tirets et tout ça. Mais c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'écriture, pour moi, l'écriture bloc fragments et les dialogues s'installent comme ça dans l'intérieur de paragraphes, où ça change de voix dans l'intérieur du paragraphe. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me semble tellement plus fort que la forme dialogique. Mais
c'est que Kafka, en 1911, publie là, lui, son détresse, et il en est ultra fier. C'est un des premiers textes dont il est fier, comme ça, même à un moment, il lit, je sais plus quoi, de Dostoïevski, et il dit à Max Brod, mais tu trouves pas que ça fait penser à mon détresse, et dans la version qu'il publie, non seulement il rajoute ce qui est ici une bonne page Pléiade, mais c'est lui qui, dans les épreuves, valide les conventions typographiques qui installent les dialogues comme ça. Alors, il est étrange ce texte parce que tous les grands textes de fantômes se basent sur la possibilité qu'on établit que vous n'y croyiez pas aux fantômes. Et justement, c'est avec ça que va s'expliquer Kafka. C'est le refus de la croyance aux fantômes qui aide justement à affronter le fantôme. Mais c'est encore plus compliqué, puisque le fantôme, c'est un enfant qui rentre dans sa chambre, et la confrontation peut toujours se lire comme étant le narrateur qui se confronte avec sa propre enfance. Alors moi, le mot détresse, aujourd'hui, bon, t'as les US, il y a ce truc qui s'est passé à Amsterdam, il y a ce conflit avec l'Ukraine qui durcit et s'obscurcit, et tout ce qui se passe aussi dans l'Asie, entre Taïwan et la Chine, et Delhi et la pollution, et puis ces bidonvilles qui sont rasés dans le milieu de Mumbai, et ça continue. Et puis en Afrique, tu vois pareil, si tu cherches les petites lignes d'intensité, là, et quelque part, est-ce que le monde a jamais été moins noir? C'est pas qu'il ait été moins noir, c'est que c'est à une échelle, d'une part, l'information nous vient en permanence, d'autre part, la juxtaposition de tous ces éléments-là met en cause évidemment notre destin en tant qu'espèce, indépendamment des bien plus grandes forces telluriques qui se jouent là, mais sur le climat, on ne fait que les amplifier. Tu ne demandes pas. La littérature, c'est ce qui nous permet de tenir, parce que ça tient à distance. Et pourtant, ce qu'on demande à la littérature, c'est de nous constituer là, dans cet endroit où on est capable d'assumer la distance, alors qu'on est cerné, enfermé, englobé, on est pris dans le même étau où c'est le destin collectif qui se joue. Et c'est là où le mot détresse. Détresse, c'est tenir et écrire encore. Franz Kafka. Alors détresse, avec son petit fantôme enfant. Alors je l'ai, évidemment, le texte de Kafka en allemand. C'est même pire que ça, parce que je m'étais acheté, mais il y a longtemps, l'édition de poche, Taschenverlag, des Sämtliche Erzählungen. Et je me souvenais tellement bien de ce dessin de Kafka, et de cette densité. Et puis, là encore, c'est encore pire, puisque je peux pas lire Kafka en allemand. C'est trop compliqué, mais c'est de deviner. Je fais ça aussi avec Shakespeare, c'est totalement illégitime. Mais après, j'ai découvert bien plus tard que Kafka il faisait la même chose avec les livres en français, avec son Balzac, par exemple. Et donc, c'est même au point qu'une fois, j'ai revu comme ça d'occasion à rien du tout. Je l'ai acheté aussi pour en avoir deux, des Kafka Sämtliche Erzählungen, parce que j'ai des rêves avec les Sämtliche Erzählungen, tout ce que je crois ne pas avoir lu dans ces deux tomes, alors que, bien évidemment, je les ai lus dans la traduction française. Alors, c'est paru dans le premier recueil de Kafka qui s'appelait Regard, Betrachtung. Et en allemand, détresse, le titre de Kafka, c'est Unglücklich sein. C'est pas exactement ce qu'on met, nous, dans le mot détresse. Et manque de chance, glücklich, unglücklich sein. Et est-ce qu'il y a chose? Non, c'est la traduction là de Robert Kahn qui est juste
als es schon unerträglich geworden war. Mais restons quand même chez Claude David. Alors, la chose était déjà devenue intolérable. Moi, je referais un mixte. Déjà, c'était devenu intolérable. C'était un jour de novembre, comme le soir tombait. Ça tombe bien. On est un jour de novembre, et le soir, il est tombé sur le monde tout entier. Par contre, là, après, je reprends Claude David, je ne change plus. J'arpentais les 3 tapis de ma chambre, comme la piste d'un champ de course. Puis, effrayé par le spectacle de la rue éclairée, je faisais demi-tour, trouvais dans le fond du miroir accroché au bout de la pièce un nouvel objectif pour mes pérégrinations. Puis je me mettais à crier, rien que pour entendre un cri auquel rien ne répondit, et que, par conséquent, rien ne vint entraver un cri qui s'éleva donc sans contrepoids et qui ne put pas cesser, même quand on s'était tu. Ce fut alors que la porte s'ouvrit au milieu du mur, très vite, car l'affaire semblait urgente, et même les chevaux de fiacre en bas sur le pavé se cabrèrent comme des chevaux qui s'affolent au milieu de la bataille, le gosier en avant. Un petit fantôme, un enfant, surgit du fond du couloir obscur où la lampe ne brûlait pas encore et s'arrêta sur la pointe des pieds, sur une lame du parquet qui vacillait imperceptiblement. Aussitôt ébloui par le demi-jour de la pièce, il cachait son visage dans ses mains, mais il se rassura soudain en regardant du côté de la fenêtre, devant le montant de laquelle la lueur fuligineuse qui venait des réverbères de la rue s'arrêtait et se perdait dans l'obscurité. Le coude droit appuyé au mur, il se tenait devant la porte ouverte et laissait le courant d'air du dehors caresser ses chevilles, son cou et ses tempes. Je portais mon regard sur lui, puis je lui dis « Bonjour ». Je pris mon veston qui était pendu sur l'écran de la cheminée afin de ne pas rester ainsi demi-nu. Je gardais un instant les lèvres entr'ouvertes pour laisser échapper mon émotion. J'avais la bouche pleine d'une mauvaise salive, mes cils tremblaient sur mon visage. Bref, il ne me manquait plus que cette visite, qu'à vrai dire, j'attendais. L'enfant était toujours au même endroit, près de la cloison, la main droite appuyée au mur. Il avait les joues rouges, il promenait ses doigts sur le mur crépi de blanc. Il semblait ne pas se lasser de constater à quel point celui-ci était granuleux. Il se frottait le bout des doigts. « C'est bien chez moi que vous vouliez venir, lui dis-je. N'avez-vous pas fait erreur? On peut facilement se tromper dans cette grande maison. » Je m'appelle Untel, j'habite au 3e étage. Suis-je bien celui que vous cherchiez? Du calme, répliqua-t-il par-dessus l'épaule. Je n'ai point fait erreur. Alors, avancez un peu que je ferme la porte. Je viens de la fermer moi-même, la porte. Ne vous en donnez pas la peine. Vous reprenez votre calme. Ne parlez pas de peine, mais dans ce couloir habitent beaucoup de gens. Je les connais tous, naturellement. La plupart reviennent en ce moment de leur travail. S'ils entendent parler dans une pièce, ils croient avoir tout bonnement le droit d'ouvrir pour regarder ce qui se passe. C'est ainsi, ces gens ont terminé leur travail quotidien. De qui tiendraient-ils compte dans cette liberté provisoire que leur apporte le soir? D'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi. Laissez-moi fermer la porte. Mais qu'y a-t-il donc? Qu'avez-vous? En ce qui me concerne, toute la maison peut bien entrer ici. Et puis je vous le répète, je l'ai déjà fermé la porte. Croyez-vous donc être le seul à pouvoir fermer la porte? J'ai même donné un tour de clé. Alors tout va bien, je ne demande rien de plus. Il n'était pas nécessaire de fermer la clé. Et puisque vous êtes ici, mettez-vous à l'aise. Vous êtes mon invité, faites-moi confiance, installez-vous comme il faut, je vous prie. Je ne vous obligerai ni à rester ni à partir, ai-je besoin de le dire? Me connaissez-vous si mal? Non, il n'était en effet pas nécessaire de me le dire, et même vous n'auriez pas dû. Je suis un enfant, pourquoi faire des façons avec moi? La
l'affaire n'est pas si grave. Bien sûr, vous êtes un enfant, mais pas si petit que cela. Vous êtes déjà grand. Si vous étiez fille, vous ne pourriez pas vous enfermer ainsi dans une chambre avec moi. Ne nous faisons pas de soucis à ce sujet. Je voulais simplement dire que le fait de vous connaître si bien ne constitue pas pour moi une protection. Cela vous dispense seulement d'avoir à me conter des mensonges. Et vous voilà cependant à me faire des compliments. Laissez cela, je vous en prie, laissez cela. D'ailleurs, je ne vous connais pas si parfaitement, surtout dans cette obscurité. Vous feriez mieux de faire allumer la lumière. Non, mieux vaut ne pas le faire. Je retiens en tout cas que vous m'avez déjà menacé. Quoi? Je vous aurais menacé? Je vous en prie. Moi qui suis si content de vous voir enfin ici. Je dis enfin parce qu'il est déjà si tard. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes venu si tard. Il se peut fort bien que j'ai un peu bredouillé de joie, vous l'aurez compris, de la sorte, je vous accorde volontiers que j'ai parlé ainsi. Je l'accorde 10 fois plutôt qu'une. Je vous ai menacé de tout ce que vous voudrez. Surtout, ne nous disputons pas, pour l'amour du ciel. Mais comment avez-vous pu croire? Comment me faire un tel affront? Pourquoi voulez-vous à toute force gâcher le bref moment que vous passez ici? Un étranger serait plus proche de moi que vous. Je le crois bien, et votre propos est naïf. Je suis par nature plus proche de vous qu'un étranger pourrait jamais le devenir. Vous le savez fort bien. Pourquoi donc cette mélancolie? Dites que vous jouez la comédie et je pars à l'instant. Vraiment, vous osez me parler de la sorte. Vous êtes trop hardi, car enfin vous êtes dans ma chambre. C'est à mon mur que vous frottez vos doigts comme un dément. C'est ma chambre, c'est mon mur. Et puis vos propos ne sont pas seulement insolents, ils sont ridicules. Vous me dites que votre nature vous oblige à me parler ainsi. Vraiment, votre nature vous oblige, c'est fort aimable à elle. Votre nature est la mienne, et si de par ma nature je me conduis aimablement avec vous, vous n'avez pas le droit de vous conduire autrement avec moi. C'est ça, votre amabilité? Je parle de tout à l'heure. Savez-vous comment je serai plus tard? Je ne sais rien, rien du tout. Et j'allais vers ma table de nuit pour allumer ma bougie. Je n'avais en ce temps-là ni le gaz ni l'électricité dans ma chambre. Je restais encore un instant assis à ma table, puis je me lassais, enfilais mon pardessus, pris mon chapeau sur le canapé, soufflais la bougie. En sortant, je trébuchais sur le pied du fauteuil. Alors ça, c'était ce dialogue-là avec l'enfant. Là s'arrêtait la première rédaction du journal sur très juste, mais qu'en est-il si on ne croit pas aux fantômes? Et la réponse: ainsi vous pensez que je crois aux fantômes? Et Kafka, là, dans la publication du recueil Betrachtung, lui rajoute tout un... ça y est, il part de la chambre, il rencontre un gars dans le couloir, et voilà comment il ajoute une suite qui en fait un texte encore plus troublant, justement parce qu'il est à l'écart du fantôme. Mais on va parler de lui. Dans l'escalier, je rencontrais un locataire du même étage. « Vous sortez encore? Ah, le coquin !» me dit-il, en s'arrêtant un instant, les jambes écartées entre deux marches. « Que faire? Dis-je. Je viens d'avoir dans ma chambre la visite d'un fantôme. » Vous dites cela d'un air mécontent, comme quelqu'un qui a trouvé un cheveu dans sa soupe. Vous plaisantez, mais sachez-le, un fantôme est un fantôme. Très juste. Mais si l'on ne croit pas aux fantômes, vous voyez, on retrouve la phrase de fin du journal, mais placée dans un contexte qui est totalement différent, puisque c'est en dehors du petit fantôme et avec ce type qu'on croise dans l'escalier. Mais si l'on ne croit pas aux fantômes, vous pensez peut-être que je crois aux fantômes, mais à quoi me sert de ne pas y croire? C'est très simple. À ne pas avoir peur quand un fantôme vient vraiment vous rendre visite. Mais cette peur-là est toute secondaire. La véritable peur est celle qu'on éprouve pour la cause de l'apparition. Et cette peur-là
ne disparaît pas. C'est elle que j'éprouve. Et combien en ce moment? Je me mis par nervosité à fouiller toutes mes poches. Mais si vous n'aviez pas peur de l'apparition elle-même, vous auriez pu lui demander les motifs de sa venue. On voit bien que vous n'avez jamais parlé à un fantôme. Jamais vous ne pouvez tirer d'eux un renseignement clair. Ils parlent à tort et à travers. Ces fantômes paraissent douter de leur existence plus que nous ne faisons nous-mêmes. Ce qui, d'ailleurs, n'a rien d'étonnant, vu leur extrême fragilité. J'ai pourtant ouï dire qu'on pouvait leur donner à manger. Ah, vous êtes bien renseigné. C'est possible, en effet. Mais qui s'y risquera? Pourquoi pas, s'il s'agit d'un fantôme femelle, par exemple, dit-il, le pied sur la marche supérieure. Ah oui, dis-je, mais même alors, cela n'en vaut guère la peine. Je réfléchissais. Mon interlocuteur était déjà si haut que pour me voir, il devait se pencher dans la cage d'escalier. Mais malgré tout, lui criai-je, « Si vous, là-haut, vous me prenez mon fantôme, c'en est fini entre nous. » C'était pour rire, dit-il en retirant la tête. « Alors tout va bien, répondis-je. Et maintenant, j'aurais pu aller me promener tranquillement. Mais je me sentais si abandonné que je préférais remonter et me mettre au lit. » Donc vous voyez cette histoire, écrite en 1910, publiée en 1911, en tête du deuxième cahier qu'on intitule le journal, les Tagebücher, et reprise par Kafka dans son premier recueil publié, parce que c'est quand même hyper consistant, même s'il n'a pas publié ses romans. Tous ces récits publiés, c'est une masse. Comme dernière nouvelle de son premier recueil, Betrachtung, en 1913. Donc c'est un texte assumé, construit, achevé, et pourtant toutes les figures de récits ouverts, de choses récurrentes, la maison, l'escalier, les couloirs dans les étages, le bruit qui vient de la rue, la porte qui s'ouvre dans le mur, les jeux avec les éclairages, être face à soi-même, même si c'est un soi-même enfant. Et puis cette dynamique de fin avec le gars qui monte une marche, on l'a déjà vu une jambe levée, ensuite il lève l'autre jambe et monte encore une marche, et finalement il est si haut que lui il se penche au-dessus du vide pour lui parler, lui crie vers le haut pour qu'on arrive à s'entendre. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il remonte dans sa chambre, il se met au lit. Il est devenu quoi, le petit fantôme? Et donc, tous les modes narratifs de Kafka dans ces fragments qu'on dit inachevés, ils sont là, totalement structurels et assumés, puisque c'est une histoire publiée, pas dans n'importe quel contexte, puisque c'est le premier livre qu'a publié Franz Kafka, ce recueil, Betrachtung. Voilà. Tout ça, c'est le mot détresse, parce que il y a des jours comme ça. Et est-ce que c'est vraiment le mot de Kafka? Puisque c'est pas textuellement Not, détresse en allemand, le titre qu'il a choisi dans les Sämtliche Erzählungen. Tout ça c'est ouvert, mais moi aujourd'hui c'est finalement avec ce... Ah oui, un texte où Kafka rencontre pour de vrai un fantôme. Quand toi tu vis la journée avec Kafka, c'est un peu logique, non? Que Kafka devienne ton propre fantôme. Un fantôme qui vient face à toi, qui surgit du fond de la pièce, à qui tu parles, et puis dans le trouble tu es. Tu préfères fuir mais tu n'y arrives pas, alors finalement tu reviens au même endroit et tu te fonds dans la nuit.